Celui qui refuse de grandir est condamné à vivre dans l'ombre de ce qu'il aurait pu être. L'enfance peut être un paradis, mais tenter d'y habiter pour toujours la transforme en enfer. Auteur inconnu. Avez-vous déjà remarqué comment un enfant vit sans jamais remettre en question ses émotions, ses actions ou ses désirs? Il existe tout simplement. Il n'y a ni doute, ni hésitation, ni conflit intérieur. Et c'est précisément cette absence de conflit qui fait que l'enfance, dans tant de cultures, est vue comme une sorte de paradis perdu, un état pur de conscience où le moi et le monde ne font qu'un. Mais ensuite, quelque chose se produit. Le temps passe, l'enfance s'efface, et peu à peu, nous entrons dans l'adolescence. C'est le moment où surgit l'ego, le centre conscient de notre psyché, qui commence pour la première fois à prendre de la force. Et avec lui, naît également un conflit intérieur. D'un côté, la vie nous pousse vers la maturité, l'indépendance et le courage d'affronter le monde. De l'autre, nous ressentons une force opposée qui nous tire en arrière, vers l'enfance, cet endroit sûr où il n'y avait ni choix difficile, ni lourde responsabilité. Et peut-être vous demandez-vous si cela a vraiment de l'importance. La vérité, c'est que cela importe bien plus que vous ne l'imaginez, car cette dynamique n'est pas un simple concept abstrait. Elle est partout. Vous connaissez cette personne qui n'arrive jamais à s'engager dans un travail parce qu'elle n'a pas encore trouvé la chose parfaite, ou cet ami qui passe d'une relation à une autre parce qu'il manque toujours quelque chose. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a 1 million d'idées mais qui n'en met aucune en pratique. Et peut-être, juste peut-être, cette personne, c'est vous. Ce schéma qui maintient tant de gens dans une jeunesse éternelle porte un nom, Puer Aeternus, ou l'enfant éternel. Et il peut détruire des vies entières. Pourquoi cela arrive-t-il ? Comment ? Et surtout, comment peut-on s'en sortir ? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît et peut toucher des blessures que vous ne saviez même pas exister. Si l'enfance peut être comparée à un paradis perdu, l'adolescence marque la première chute. C'est le moment où nous commençons à ressentir qu'il y a quelque chose de différent, un malaise subtil mais constant qui semble ne pas avoir de nom. C'est cette période où soudainement, ce qui était simple devient complexe. Ce qui était automatique se remplit de doutes. Cela arrive parce que, pendant l'enfance, il n'existe pas de moi séparé du monde. Nos émotions, désirs et impulsions surgissent et se manifestent simplement. Mais à l'adolescence, quelque chose de nouveau émerge. L'ego, la partie consciente de notre esprit, qui tente de contrôler nos pensées et nos actions. Le problème, c'est qu'à ce stade, l'ego est comme une maison en construction, instable, fragile et incomplète. Pour la première fois, nous commençons à nous poser des questions. Pourquoi ai-je fait cela ? Suis-je à la hauteur ? Que vont penser les autres de moi ? Et, avec ces doutes, apparaît un conflit intérieur qui semble insupportable. Une partie de nous veut grandir, gagner en indépendance et affronter le monde adulte. Une autre partie veut s'accrocher à la sécurité de l'enfance, où tout était simple et où les décisions n'avaient pas de conséquences. Ce conflit, même si nous ne le remarquons pas, est partout. Vous connaissez ce jeune qui a peur de choisir une carrière parce qu'en choisir une signifie renoncer à toutes les autres possibilités. Ou cet adolescent qui veut gagner la confiance de ses parents, mais qui, en même temps, se rebelle contre toute forme d'autorité. C'est le drame de l'adolescence, et il ne se termine pas à 18 ans. Pour certaines personnes, il peut durer toute une vie. Et c'est ici que nous voyons apparaître la figure du Puer Aeternus, l'enfant éternel qui, même adulte, continue de lutter avec cette division entre l'élan de mûrir et le désir de revenir à cet endroit sûr où il n'y avait ni doute, ni risque, ni responsabilité. Si le conflit intérieur de l'adolescence n'est pas affronté, il prend une forme bien précise à l'âge adulte. Cette forme, c'est le Puer Aeternus, l'enfant éternel. Un schéma qui emprisonne des milliers de personnes dans une jeunesse sans fin, où l'avenir est plein de possibilités, mais où le présent n'est jamais vraiment vécu. Et avant de penser que ce n'est qu'un concept lointain, regardez autour de vous. Le Puer Aeternus est plus présent que nous ne le pensons. Vous connaissez cette personne qui a de nombreux talents, mais qui ne se décide jamais parce que le moment idéal n'est pas encore venu. Ou cet ami qui trouve toujours une excuse pour ne pas s'engager dans une relation, disant que la personne est incroyable, mais qu'elle n'est pas la bonne. Le Puer Aeternus, c'est cette voix intérieure qui dit que demain sera meilleur, que demain je commencerai, que demain je changerai. Mais ce demain n'arrive jamais, et pendant ce temps, la vie passe. Chez les hommes, cette jeunesse éternelle apparaît souvent de manière plus visible. C'est l'homme qui cherche constamment l'adrénaline de la nouveauté, le nouvel emploi, le nouveau projet, la nouvelle compagne.
Il est toujours en mouvement, mais il n'arrive jamais nulle part. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il a peur de s'engager. Il craint qu'en choisissant un chemin, ils doivent renoncer à tous les autres. C'est pour cela qu'il vit dans le monde des idées. Il rêve en grand, il parle beaucoup, mais il agit très peu. Il attend toujours l'opportunité parfaite, celle qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, les emplois qu'il obtient ne sont jamais assez bien. Les relations ne sont pas ceux qu'il attendait, et ses rêves restent sur le papier. Chez les femmes, le puer aeternus peut se manifester autrement. Parfois, il apparaît comme une quête incessante d'être désiré, aimé ou admiré. Les relations passionnées commencent rapidement, mais s'effondrent dès que la réalité s'installe. Car pour le puer aeternus, la fantaisie est toujours plus séduisante que la réalité. D'autres fois, une femme prise dans ce schéma ressent un besoin presque compulsif de prendre soin des autres, mais pas d'elle-même. Elle se consume dans le rôle de mère ou de sauveuse, et finit par s'oublier. Derrière ce comportement se cache souvent une peur profonde de vivre sa propre vie et de faire ses propres choix. Et ce qui rend le puer aeternus si dangereux, c'est qu'il est séduisant. Il fait croire que cette jeunesse éternelle est une forme de liberté, mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est une prison invisible. Car, tandis que le puer aeternus rêve à toutes les possibilités de l'avenir, il abandonne le présent. Mais pourquoi quelqu'un fuirait-il autant l'engagement ? Craindrait-il les choix ? Et se cacherait-il derrière un lendemain qui ne vient jamais ? Souvent, la réponse se trouve dans le passé, dans la relation avec la figure la plus importante de l'enfance, la mère. Car avant de devenir l'enfant éternel, nous avons tous été des enfants en quête de sécurité et d'amour. Et c'est dans ce lien que l'ombre commence souvent à se former. La relation la plus profonde que nous construisons dans la vie commence bien avant que nous apprenions à parler ou à marcher. Dans les premiers instants de l'enfance, lorsque nous sommes totalement dépendants, la figure maternelle devient tout ce qui existe. La mère est la source de sécurité, de nourriture et d'amour. Elle est tout l'univers de l'enfant, la personnification de la vie, de la protection et de la chaleur. En psychologie analytique, Carl Jung appelle cette représentation symbolique la Grande Mère. Elle n'est pas seulement la mère biologique, mais un archétype qui représente à la fois la capacité de protéger et de nourrir, et le danger de restreindre et d'étouffer. À mesure que l'enfant grandit, il est attendu qu'il se sépare peu à peu de la mère pour rechercher son autonomie. C'est le cycle naturel du développement. Quitter le monde sûr de l'enfance pour affronter l'altérité, c'est-à-dire la séparation entre le moi et l'autre. Ce processus nous rend matures. Cependant, lorsque cette séparation ne se fait pas de manière saine, la Grande-Mère peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre, la mère dévorante. Cette figure, bien qu'animée des meilleures intentions, empêche l'enfant de grandir, le maintenant dans une dépendance émotionnelle qui perdure jusqu'à l'âge adulte. Chez les hommes, le complexe maternel devient particulièrement fort lorsque la figure paternelle manque à l'appel pour aider à construire une identité masculine. Le père, ou une figure d'altérité, est essentiel car il représente la séparation symbolique d'avec la mère. À travers ses actions et son exemple, il dit à l'enfant « Tu es un individu ». Il est temps de quitter la protection maternelle et d'affronter le monde. Lorsque cette figure paternelle est absente ou défaillante, l'identification avec la mère devient excessive. La mère peut alors se transformer en une figure dévorante, non pas au sens littéral, mais comme une présence qui, inconsciemment, restreint l'autonomie du fils. Par exemple, il y a ce fils qui recherche constamment la validation. Même à l'âge adulte, il ne prend des décisions qu'après avoir obtenu l'approbation de sa mère. Ou cet homme qui cherche une mère de substitution dans ses relations. Il s'engage avec des femmes qui prennent soin de lui, mais ne parvient jamais à les voir comme des partenaires égales. Dans d'autres cas, cet homme essaie d'échapper à la prison maternelle à travers des idées grandioses, créant un monde de concepts élevés où la mère ne peut l'atteindre. Mais en pratique, il n'agit pas, il ne fait que penser. Cet homme est pris au piège de ce que Jung appelle la régression inconsciente. La quête de confort, de sécurité et de protection l'empêche d'affronter les défis réels de la vie adulte. Il veut grandir, mais, en même temps, il craint de décevoir sa mère ou de rompre avec elle sur le plan émotionnel. Chez les femmes, le complexe maternel prend une dynamique différente, mais tout aussi puissante. Au lieu de rompre avec la figure maternelle, il y a souvent une identification excessive avec elle. La fille, sans s'en rendre compte, hérite des schémas de sa mère et se perd dans des comportements qui semblent lui appartenir, mais qui, en réalité, appartiennent à sa mère. Ce schéma peut se manifester de 3 façons principales. Le désir compulsif de prendre soin des autres, le désir d'être désiré et le blocage de l'initiative féminine.
La femme qui ressent un désir compulsif de prendre soin des autres se consacre entièrement au rôle de sauveuse, sacrifiant ses propres désirs pour prendre soin de ceux qui l'entourent. Elle devient la mère de tous, mais finit par se sentir vide et pleine de ressentiment, car personne ne prend soin d'elle. À l'opposé, certaines femmes cherchent désespérément à être admirées et désirées. Elles passent d'une relation à une autre, cherchant dans le regard des autres une validation qui ne dure jamais. La sensation d'être désirée devient addictive, mais la réalité d'un lien profond les effraie. D'autres femmes ressentent que tout, ce qui est lié à la féminité, comme l'affection, les liens émotionnels et la maternité, les rend inférieures. Elles évitent donc les relations, fuient les engagements et se replient sur elles-mêmes. C'est comme si elles portaient une peur inconsciente de devenir leur mère. Dans toutes ces manifestations, le résultat est le même, une vie paralysée, où la femme ne parvient pas à trouver sa propre identité. Elle vit dans l'ombre de sa mère, sans le courage de prendre en main sa propre existence. Le complexe maternel est, au fond, une prison invisible qui contient à la fois amour et contrôle. La mère, en tant que symbole, offre du réconfort et de la protection, mais peut aussi entraver la croissance. C'est comme un arbre qui protège une jeune plante du vent et de la pluie, mais qui, en ne laissant pas passer la lumière, l'empêche de grandir vers le soleil. Comprendre le complexe maternel est essentiel pour comprendre le puer aeternus. Car, souvent, la racine de la peur de grandir se trouve dans le désir inconscient de ne pas décevoir la mère, ou dans la peur de perdre l'amour et la protection qu'elle symbolise. Et c'est précisément cette peur qui alimente la vie provisoire du puer aeternus. Au lieu d'affronter la réalité et de s'engager dans un chemin, il préfère se cacher dans les possibilités infinies qui n'existent que dans son esprit. Car, au fond, s'engager implique ce qu'il craint le plus, le risque de perdre l'amour, d'échouer et, enfin, de grandir. La vie du puer aeternus est marquée par un paradoxe cruel. Tandis qu'il rêve de toutes les possibilités que l'avenir pourrait offrir, il n'en choisit jamais aucune. Il croit qu'il attend simplement le bon moment. Mais en réalité, il reste immobile, figé entre la peur d'agir et le confort de la fantaisie. Ce schéma de comportement porte un nom, la vie provisoire. La vie provisoire, c'est comme être dans un état d'attente permanent. Un jour, il trouvera le travail parfait. Un jour, il rencontrera la personne idéale. Un jour, il commencera à agir. Mais ce un jour ne devient jamais aujourd'hui. Le lendemain idéalisé devient un refuge, une excuse pour éviter les risques et les responsabilités du présent. Ce schéma est omniprésent. Pensez à cet homme qui change sans cesse de travail, parce qu'aucun n'est jamais assez bon. Il commence un projet, mais l'abandonne dès que les défis apparaissent. Dans son esprit, il se dit que l'opportunité parfaite l'attend encore quelque part. Il se convainc qu'il ne doit pas perdre de temps avec quelque chose de médiocre. Mais pendant qu'il attend, la vie continue. Et les opportunités réelles lui échappent entre les doigts. Ou peut-être connaissez-vous cette personne qui a toujours 1000 idées brillantes. Elle parle avec enthousiasme de ses grands projets, des livres qu'elle écrira, des voyages qu'elle fera, des entreprises qu'elle lancera. Mais, au final, elle ne fait rien, parce que le monde des idées est sûr. Dans le monde des idées, il n'y a ni échec, ni frustration, ni rejet. Un projet qui ne commence jamais reste toujours parfait, car il n'est jamais mis à l'épreuve de la réalité. Dans les relations amoureuses, la vie provisoire se manifeste également. Combien de personnes connaissez-vous qui commencent une relation, mais trouvent rapidement une excuse pour y mettre fin? Il manque quelque chose. Ce n'était pas ce que j'attendais. Peut-être qu'il y a quelqu'un de mieux ailleurs. Et ainsi, elle passe d'une relation à une autre, cherchant quelque chose qui n'existe pas. La perfection idéalisée. Car pour le puer aeternus, la fantaisie est toujours plus séduisante que la réalité. Et le plus dangereux dans la vie provisoire, c'est qu'elle offre une fausse impression de liberté. Le puer aeternus se convainc qu'il est simplement en train d'explorer ses options ou d'attendre le bon moment. Mais, en réalité, il est prisonnier de son indécision. Le monde se déroule autour de lui, mais il n'en fait pas partie. Ce comportement est profondément séduisant, parce que s'engager dans quelque chose implique, inévitablement, de renoncer à toutes les autres possibilités. Et le puer aeternus ne peut pas supporter cela. Il veut tout à la fois, tous les chemins, toutes les opportunités, toutes les expériences. En essayant de tout garder ouvert, il finit par n'avoir rien. Derrière cette peur de l'engagement se cache ce dont nous avons déjà parlé, le désir inconscient de régresser à l'enfance, où il n'y avait ni choix difficile, ni lourdes conséquences. Le puer aeternus évite d'agir, parce qu'au fond, il craint l'échec. Il a peur de découvrir
qu'en essayant, il pourrait ne pas être aussi bon qu'il l'imaginait. La vie provisoire le protège de cette douleur, mais au prix de sa réalisation personnelle. Ce schéma de comportement est comme un brouillard qui enveloppe la vie réelle. Tout semble temporaire, comme s'il était simplement de passage dans sa propre existence. Le travail n'est jamais définitif, les projets ne sont jamais terminés, les relations ne sont jamais les bonnes. Il y a toujours un mais, une excuse pour retarder, un sentiment constant que le véritable départ est encore à venir. Mais ce départ n'arrive jamais. La vie provisoire est un cycle qui se nourrit de lui-même. Plus il retarde l'engagement, plus il se convainc que ce n'est pas encore le bon moment. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de sortir de cette paralysie. Peu à peu, il devient un spectateur de sa propre vie, quelqu'un qui regarde le temps passer sans y participer. Au final, vivre vraiment demande du courage. Le courage de choisir un chemin et, ce faisant, d'accepter de perdre tous les autres. Le courage d'affronter l'échec et les limitations qui surgissent lorsque nous quittons le monde idéal pour entrer dans le monde réel. La vie provisoire peut sembler confortable, mais en réalité, c'est une prison silencieuse qui vole la seule chose que nous avons vraiment, le présent. Et le plus important à comprendre, c'est que plus nous restons dans cette paralysie, plus nous perdons de nous-mêmes. Parce que la vie n'attend pas, le temps n'attend pas. Les opportunités que nous laissons passer ne reviendront pas. Mais pourquoi ce schéma est-il si difficile à briser ? Pourquoi tant de gens préfèrent-ils se cacher dans des fantasmes et des possibilités plutôt que d'affronter la réalité ? La réponse réside souvent dans le poids du passé, dans les peurs et les blessures qui nous empêchent de grandir. Car, pour sortir de ce cycle, il faut affronter ce que le puer aeternus redoute le plus, la responsabilité. Le puer aeternus vit tiraillé entre deux impulsions. D'un côté, le désir de régresser à l'enfance, où tout était sûr, confortable et libre de choix difficiles. De l'autre, une force presque imperceptible l'appelle à grandir, à mûrir, et à saisir la possibilité de vivre une vie pleine de sens. C'est son dilemme central, avancer ou reculer, affronter la réalité ou se réfugier dans des rêves. Ce dilemme peut être silencieux, mais il est implacable. Il se manifeste dans les petites et grandes décisions de la vie quotidienne. Quand nous repoussons une opportunité parce qu'elle exige plus que ce que nous sommes prêts à donner. Quand nous choisissons la satisfaction immédiate d'une distraction, plutôt que l'effort nécessaire pour accomplir quelque chose de plus grand. Quand nous préférons le confort à la prise de risque pour poursuivre un véritable objectif. C'est pourquoi le conflit du puer aeternus n'est pas seulement psychologique, il est existentiel. Au lieu d'affronter la douleur inévitable de la croissance, il se réfugie dans un monde idéal où il n'y a ni échec ni frustration. Mais le prix de cette fuite est élevé. La vie stagne, les rêves s'éloignent et un sentiment de vide grandit. Cependant, tout n'est pas négatif chez le puer aeternus. Il est important de rappeler que l'enfant éternel porte aussi un côté positif. La capacité de rêver, de s'émerveiller devant le monde et de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des limites. Comme le disait Marie-Louise von Franz, l'enfant est toujours devant et derrière nous. Derrière la peur de grandir se cache le même esprit qui nous pousse à créer, à innover et à chercher quelque chose de nouveau. Le problème n'est pas de rêver, mais de se cacher dans ses rêves pour éviter la responsabilité. Lorsque le puer aeternus parvient à intégrer cette énergie à la maturité adulte, il découvre une force puissante, la capacité d'agir avec détermination et courage, sans perdre la curiosité ni l'émerveillement. Le philosophe Viktor Frankl nous rappelle que le sens de la vie ne se trouve pas en nous, mais dans le monde extérieur. Trouver un but signifie prendre la responsabilité de répondre à l'appel de nos circonstances, d'affronter ce que nous seuls pouvons affronter. Frankl disait que les êtres humains ne grandissent pas en cherchant uniquement le bonheur ou le plaisir, mais en trouvant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. C'est pourquoi la seule issue à la vie provisoire est d'accepter la responsabilité. La responsabilité de nos choix, de nos erreurs et surtout de notre propre transformation. Ce chemin n'est pas facile, car grandir signifie renoncer à l'idéal de perfection que le puer aeternus chérit tant. Quand nous nous engageons dans quelque chose de réel, un travail, une relation, une vocation, nous découvrons que la vie est pleine d'imperfections, de défis et, oui, d'échecs. Mais c'est aussi dans ces moments que nous trouvons ce que nous cherchions le plus. Un sentiment de but, d'appartenance et de sens. Prendre des responsabilités, c'est comme planter une graine. Au début, le travail semble petit et les résultats invisibles.
L'esprit du puer aeternus voudra abandonner, murmurant que cela ne vaut pas la peine, que ce n'est pas encore le bon choix. Mais si nous persévérons, la graine pousse. Peu à peu, le travail devient une vocation, la relation s'approfondit, et les rêves quittent le papier. C'est cela l'éveil de la véritable liberté. Pas la fausse liberté du « je peux tout faire », mais la liberté de dire « voici mon chemin, et je l'ai choisi ». Grandir, c'est accepter que perdre certaines possibilités est le prix à payer pour vivre quelque chose de réel. Et peut-être est-ce la plus grande leçon du puer aeternus. Comprendre que la vie n'est pas parfaite et que le monde ne s'adaptera pas à nos désirs. Mais si nous avons le courage d'affronter nos circonstances, nous découvrirons que la croissance, bien que douloureuse, nous rend plus forts. Au final, le dilemme du puer aeternus, régression ou croissance, est un défi que nous affrontons tous à un moment donné. La différence, c'est que certains choisissent de fuir, tandis que d'autres choisissent d'avancer. Et c'est ce choix qui détermine la vie que nous construirons. S'engager dans l'âge adulte n'est pas la fin des rêves, c'est le début de leur réalisation. Lorsque l'enfant éternel en nous s'unit enfin à la maturité de l'adulte, nous découvrons qu'il est possible de créer une vie qui mérite d'être vécue. Une vie où les rêves ne sont pas abandonnés, mais transformés en réalité. Grandir n'est pas facile. Cela signifie abandonner la sécurité de l'enfance et affronter l'inconfort de l'inconnu. Cela implique d'accepter que la vie est imparfaite, que les choix entraînent des pertes et que l'avenir ne sera jamais aussi parfait que nous l'imaginons. Pourtant, grandir est la seule manière de vivre pleinement. L'archétype du puer aeternus fait partie de nous tous. À un moment ou à un autre, nous ressentons tous l'envie de retourner au confort de l'enfance. Là où il n'y avait ni responsabilité, ni doute, ni peur de l'échec. Mais si nous restons paralysés, nous devenons prisonniers d'un demain qui ne vient jamais, de rêves qui ne quittent jamais le papier et d'une vie qui n'existe que dans notre esprit. La vie provisoire, la quête incessante de perfection et la peur de l'engagement ont un coût élevé, le temps perdu. Et le temps, contrairement à tout ce que nous pensons posséder, est la seule chose que nous ne pouvons jamais récupérer. Chaque jour passé à fuir la croissance est un jour qui ne reviendra jamais. Mais il existe une issue, il existe un chemin. Et il commence lorsque nous choisissons la responsabilité. Lorsque nous décidons d'affronter nos circonstances, même si elles semblent difficiles ou effrayantes. Car ce sont précisément ces circonstances qui nous façonnent, nous mettent au défi et nous transforment en ce que nous devons devenir. Prendre ces responsabilités n'est pas la fin des rêves, c'est le début de leur réalisation. Quand nous abandonnons l'idéal de perfection et choisissons d'agir, la vie commence à se dérouler. Le travail qui semblait insignifiant prend du sens. Les relations qui nécessitent des efforts deviennent profondes. Les peurs qui paraissaient insurmontables se transforment en leçons précieuses. Le puer aeternus en nous n'a pas besoin d'être détruit. Il doit être intégré, car c'est l'énergie de l'enfant éternel, l'étincelle dans les yeux, la curiosité et la capacité de rêver, qui nous poussent à rechercher quelque chose de plus grand. Mais pour que ces rêves deviennent réalité, ils ont besoin de ce que seul l'adulte peut offrir, du courage et de l'engagement. Comme Jung, Viktor Frankl et bien d'autres nous l'ont appris, le sens de la vie ne se trouve pas dans le monde des idées, mais dans la réalité concrète. Il réside dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Il se trouve dans le courage de s'engager sur un chemin et d'affronter les défis qu'il apporte. Car c'est en confrontant la vie réelle que nous trouvons un but, de la force et la liberté. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certaines parties de ce texte. Peut-être avez-vous pensé à quelqu'un qui est pris dans ce cycle de paralysie. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'il y a du temps, il y a un choix. Et ce choix vous appartient toujours, fuir ou grandir. Alors, quel choix ferez-vous ? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.